J'aime toutes les formes de bande dessinée, que ce soit le roman graphique ou que ce soit le comic book ou la manga. J'aime toutes les formes de bande dessinée, mais j'ai un a priori, j'ai une fascination pour le comic book classique de super-héros américains. Parce qu'on y retrouve, ben, il n'y a pas d'autres super-héros que des super-héros américains, on veut ou non, mais parce qu'on y trouve des propositions de construction narrative et des façons de raconter une histoire qu'on retrouve dans aucune autre forme de bande dessinée ou de narration qui existe. Je pense qu'il y a des romans qui peuvent y arriver, mais en comic book, pour plusieurs raisons, on finit par développer une forme de narration, une façon de raconter une histoire qui est unique à ce genre-là. Je m'explique en 3 points très banals pour ceux qui ne lisent pas de bande dessinée de super-héros. Pour commencer, les contingences de production commerciale de ce format-là forcent les gens à travailler dans un état qui ressemble à rien. Un état qui est souvent second, qui est rapide, et parfois, si une bande dessinée, on fait 31 pages pour un numéro par mois, on devine un peu à quoi ça ressemble pour l'écrivain, pour le dessinateur. Mais ça force les gens donc à être dans un état second qui devait être celui qui ressemblait à Balzac, caféiné, cocaïnomane, ses bars, qui fait de la surproduction littéraire et qui n'a pas le temps de respirer. Pour cette raison-là, le format doit développer des canevas d'histoire faciles à suivre, mais qui peuvent, à travers les années, développer une complexité qu'on voit très peu dans d'autres formes de bande dessinée. Ça, c'est pour le premier élément qui fait que la narration de la bande dessinée a quelque chose d'intéressant. C'est Will Eisner. Si par ailleurs, s'il y a quiconque qui a des questions, des commentaires, ne vous gênez pas, des questions sur les images et sur les auteurs. Oh, éternel retour et archétype chic. Bon, observons Superman ici. Le personnage est né en 1938. Donc, c'est un fait très simple qui mérite d'être mentionné. Depuis 1938, il a été écrit à tous les mois, minimalement une fois, sinon parfois 4-5 fois par mois, et y compris dans d'autres médias. Essayez d'imaginer un canevas littéraire qui peut développer une saga sur cette durée-là, ça n'existe pas. Et il n'y en a que très très peu, des sagas littéraires et dessinées qui sont si longues que celle-là. En quelque part, comme Umberto Eco le disait dans De Superman à Surhomme, qui est un essai sur le thème de la culture, la littérature populaire, qu'on le veuille ou non, les personnages qui existent si longtemps sont voués à revenir à leur point de départ, à se réinventer, mais en revenant tout le temps, le thème de l'éternel retour, en revenant toujours à la base de ce qu'ils sont, qu'on le veuille ou non. Et ça, les auteurs sont en mesure d'expérimenter avec cette notion-là, de la déconstruire, de se la réapproprier, de la nier, de faire, moi j'en ai absolument rien à foutre de ce que Superman est, de ce que Superman est depuis les 20 dernières années, je réinvente le personnage. Un autre auteur va apparaître et dit, mon Dieu, le classique Superman n'existe plus. Donc, si le personnage reste le même et revient toujours à son point de départ, il est absolument de toutes les natures, de tous les combats, de tous les thèmes sociaux possibles. Si au début, Superman était un juif de la diaspora qui a réussi, maintenant il est l'emblème même de l'Américain patriotique non militariste. Il est passé par absolument tous les états d'esprit, et ça me tente de vous parler donc du thème de l'héroïsme et de l'éternel retour rapidement. On s'est posé la question avec Jean-Michel, qu'on a fait une émission au 7e Antiquaire sur ce que serait probablement la première phrase de l'histoire de l'humanité. Il y en a sans doute qui vont pouvoir m'informer si on se trompe, mais on a arrêté notre choix sur l'épopée de Gilgamesh, les pictogrammes qui racontent la saga de ce héros mythique qui est un des premiers de l'histoire de l'humanité que l'on connaisse. Donc la première phrase de cette saga-là, moi ça me donne des frissons, c'est « Je vais présenter au monde celui qui a tout vu, connu la terre entière, pénétré toutes choses et partout exploré. » Déjà entré de jeu, l'éternel retour autour de l'héroïsme, le voilà sur des tablettes de pierre qui font passer au pierre à feu. Et troisièmement, et là c'est là que pour moi ça devient intéressant au niveau du thème du mysticisme. Ça va être ésotérique ou ça ne le sera pas, je vous avertis à l'avance. Si je bosse trop de temps, vous me direz hey, c'est trop long ça. Il y a une charge initiatique depuis quelques années en bande dessinée, particulièrement en comic, qui est très intéressante parce que le comic n'essaie pas de prêcher aux convertis. Si vous prenez un livre sur la magie, sur le mysticisme, sur l'occultisme, sur le chamanisme, vous voulez lire sur le sujet. Si vous ouvrez un comic book pour vous détendre et lire une bonne lecture, ces concepts-là vous attaquent de plein fouet et font leur travail insidieux de conditionnement sans que vous vous en rendiez compte. Ce fut mon cas. Des idées profondément occultes et mystiques dont je ne savais absolument rien ont été proposées à travers mes lectures de bande dessinée, beaucoup plus que des lectures
de recherche personnelle que j'ai fait par la suite. Ici, on a Promethea, le grand chef-d'œuvre d'Alan Moore Fauquier, qui est vraiment un des plus grands pamphlets de pensée mystique écrits au 20e siècle. On y reviendra, qu'on le veuille ou non. 3 aspects, donc, qui permettent de comprendre et de rentrer dans le sujet de l'ésotérisme, mais plus particulièrement du mysticisme et de l'occultisme en bande dessinée. Évidemment, il faut faire 2 distinctions qui sont importantes. Les personnages qui pratiquent l'occultisme en bande dessinée et l'occultisme tel qu'une proposition en bande dessinée. Ça, c'est 2 choses et il faut en parler de façon différente. Rentrons dans le vif du sujet, ça va être la valse des dualités à partir de maintenant. Il y a beaucoup de sorciers et de magiciens dans la bande dessinée américaine. D'ailleurs, ils s'appellent la plupart du temps des docteurs ou des maîtres et ils n'ont rien à voir avec l'occultisme. Ce sont, la plupart du temps, des personnages qui font des ouh et qui pitchent des sorts en utilisant un langage suranné que moi j'adore, en faisant des incantations qui n'ont absolument rien à voir avec l'occultisme tel qu'on le connaît. Mais ces personnages-là ont pavé la voie, alors que tous les héros que l'on connaît en bande dessinée américaine ont été changés par la radiation, la mutation et les angoisses de l'époque. Il y a toujours eu une frange étrange de la bande dessinée où tu as ces individus-là dont on ne sait pas de quelle culture ils sont, qui sont capables d'aller appeler les esprits et de mystifier. Et d'ailleurs, ces personnages-là aiment beaucoup regarder le lecteur. Hein. Ils mystifient directement le lecteur. C'est bien important de convertir le lecteur donc à la magie, puis souvent avec des déclarations pompeuses comme ça, « Je suis le docteur Druid ». Mais il n'y a pas eu, a priori, en bande dessinée américaine, en comic book, des personnages qui pratiquent un occultisme qui est véritable. C'est un occultisme inventé. Quand on commence à parler de véritable occultisme, des propositions très intéressantes commencent à se faire en bande dessinée. Ici, on a Arkham Asylum dessiné par Dave McKean, une histoire de Batman écrite par Grant Morrison, alors que le premier film sortait. Si on regarde cette planche-là, assez troublante, assez magnifique, avec Joker dans le bas, ici c'est l'asile où les vilains que Batman arrête, ils sont tous à la même place en même temps, Joker, Two-Face, tous les personnages qu'on connaît de Batman sont incarcérés dans cet asile. Cet asile-là est un endroit hanté, est un endroit maudit, et un endroit dans lequel des forces démoniaques, des forces extrêmement anciennes. Arkham, évidemment, est un nom qui fait référence à Lovecraft. La ville de Batman, Gotham, fait référence aussi à Lovecraft. Les symboles qui sont là sont hérités de la Kabbale et aussi du tarot de Thoth tel qu'inventé et dessiné par Aleister Crowley. On reparlera d'Aleister Crowley. Beaucoup de symboles qui nous viennent aussi de mouvement qui s'appelle la magie du chaos. Toutes les illustrations que vous voyez là servent à incanter les esprits, mais à les conserver retenus dans un seul lieu physique. Donc, en quelque part, il y a une proposition qui est faite au lecteur. Tu vas pouvoir observer ces forces-là. Tu vas pouvoir converser avec ces forces-là sans qu'elles ne te veuillent du mal. Évidemment, tout ça est une blague, espérons-le, mais la proposition est véritable. L'idée qui est proposée ici dans ces 2 pages-là de Arkham Asylum, c'est que les sujets et les thèmes qui sont abordés peuvent être infectieux pour l'esprit, peuvent être infectieux pour l'âme, peuvent posséder le lecteur. Donc évidemment, quand on lit Arkham Asylum, on a une frousse du diable, on a une chienne carabinée, parce qu'on a l'impression qu'on nous fait une proposition véritable. On se divertit, mais en même temps, des symboles parfois là, qui sont extrêmement insidieux, comme celui-là, où on voit un corps qui est suspendu, qui est un des symboles les plus puissants dans le tarot, celui du pendu, qui accepte, qu'on retrouve dans presque tous les mythes, c'est Odin qui se suspend pendant, je pense, 9 semaines, 9 mois, je ne me souviens plus, vous me le direz, pour avoir le savoir et la connaissance. En fait, c'est particulièrement intéressant parce que lorsque Odin s'est pendu dans les mythes scandinaves, c'était pour obtenir le langage et le donner aux hommes. Donc, ici, on observe que le langage prend des formes différentes. Joker n'a jamais de phylactère lorsqu'il parle. Son langage est absolument libéré de toute contrainte. Il n'y a absolument aucune façon d'encarcaner le langage chaotique de Joker. Et on remarquera que les phylactères donnent différents types de mood, en quelque part, ce qui est dit par la plupart des personnages. Voilà une proposition mystique occulte en bande dessinée, faite par quelqu'un qui est un initié à la chose. On la lit, on ne l'aperçoit pas, mais on reçoit le message et on reçoit les impressions néanmoins. On retourne en arrière pour parler justement de ces fameux... Oui? C'est intéressant de noter que c'est Grant Morrison, c'est un occultiste, l'auteur. Absolument. Je vais essentiellement parler effectivement de ces auteurs-là qui sont aussi des occultistes confirmés, tout à fait, bonne observation.
Voilà des fondateurs pour Marvel Comics, l'auteur Stan Lee, deux des dessinateurs avec lesquels il a contribué à créer une des plus grosses cosmogonies de la culture populaire, évidemment dans Marvel Comics. Monsieur The King Kirby ici a créé à peu près tout avec lui, de Fantastic Four à X-Men à Captain America. Nommons-les. Steve Ditko a créé moins de personnages. Il en a créé deux, Spider-Man et Doctor Strange. De là, je vous explique l'intérêt de tout ça. Il faut comprendre qu'à l'époque, si on associe à Stan Lee le seul et unique talent d'auteur de ces histoires-là, il n'écrivait pas seul. Jack Kirby et Steve Ditko ne faisaient pas que dessiner, ils faisaient de l'écriture aussi. Donc il est très difficile de déterminer si Stan Lee est le seul et unique créateur de ces personnages. Quand je parle de Kirby, le premier que vous avez vu, Kirby a inventé une espèce de syncrétisme, c'est-à-dire qu'il est allé piocher absolument toutes les religions et toutes les mythologies qui existent pour en faire un seul et unique bastion qui coexiste dans un seul et unique univers. Le but, c'est de faire exister les personnages de la mythologie classique, la mythologie grecque, la mythologie nordique, le panthéon voodoo, dans un seul et unique monde, parfois même en suggérant, un peu comme Eric von Daniken et son fameux chariot des dieux, qui disait que finalement c'est les dieux, des espèces d'extraterrestres cosmiques d'un passé reculé. On leur aurait attribué une légende, on aurait inventé une légende. L'idée de Jack Kirby, c'est qu'effectivement tous les dieux viennent du même endroit, un lieu reculé du cosmos, une espèce de lieu fantasmé d'imagination pure, où tous les dieux peuvent coexister à même le même panthéon. Ce qui devient intéressant, c'est que sous Kirby, une cosmogonie s'est installée qui est devenue le consensus depuis. Tous les dieux coexistent, toutes les légendes coexistent, toutes les histoires vont être répétées over and over again. Évidemment, tout ça laisse une place très forte à l'occultisme et à la magie. Et le premier personnage que je connaisse en bande dessinée qui fut le tributaire de ça, Loki. Loki, qui est le dieu de la malice, le trickster dans la mythologie scandinave, récupéré par la bande dessinée. Dans Thor, évidemment, on l'a vu dans le film. Dans le film, il est beaucoup plus cute, par ailleurs. C'est de ça qu'il a de l'air pour vrai. Ce qui est intéressant avec Loki, et là je vais citer un peu les propos de Lewis Hyde, qui est un sociologue qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Trickster Makes This World. Le joueur de tour n'est pas a priori un vilain, il est un trickster. Sa fonction, c'est de faire évoluer une société. En jouant des tours aux gens, en les forçant à les confronter eux-mêmes à l'adversité, ils font que les gens deviennent meilleurs. Chaque héros a besoin de son trickster, pas juste de son vilain, mais de celui qui joue constamment des tours. Exemple, Joker. Tant que Joker existera, Batman sera un meilleur Batman. Donc, l'idée autour de Loki est qu'il est, en quelque part, le joueur de tour, le crosseur, le menteur. Et qui est le menteur et le détenteur du langage et de l'histoire. Loki est conscient la plupart du temps, comme personnage, qu'il est dans une histoire. Et il peut la manipuler, il peut la réinventer, reculer dans le temps, avancer dans le temps, se dédoubler, et donc avoir un certain contrôle sur la narration. Ce qui devient intéressant avec un personnage comme Loki, c'est qu'il associe le langage et la magie, puis deviennent finalement indissociables. C'est d'ailleurs un des propos d'Alan Moore dans le documentaire de Manscape of Alan Moore, c'est que la magie est la science de la manipulation des symboles, des mots et des images pour arriver à une autre étape de conscience. Ce que la bande dessinée propose justement comme canevas de lecture. Une conjonction entre les mots, les symboles et les images. Selon lui, lorsqu'on parle de la magie, le langage qui est utilisé est exactement le même que celui de l'art. Alan Moore est aussi un auteur qui est un occultiste réputé, on y revient. Second, là c'est intéressant parce qu'on passe de la magie telle que la culture se la représente, la prestidigitation, les tours, au véritable occultisme. Le personnage que vous voyez dans le fond, Mandrake the Magician, créé en 1937 par Lee Falk, qui est aussi le créateur de The Phantom, est en quelque part fort probablement le premier super-héros répertorié qui existe. Il y a un débat autour de ça. Si ce n'est qu'un hypnotiste et un prestidigitateur, alors le personnage est un être humain et il n'est pas un super-héros au sens pur du terme. Superman sera le premier super-héros qui existe. Mais s'il a des véritables pouvoirs, des véritables capacités mystiques, alors c'est en fait le premier super-héros. Mandrake va marquer une génération de personnages, autant au niveau du look, le personnage qui est là, Zatara, père de Zatanna, n'est pas le même personnage que Mandrake the Magician, et va tranquillement couler vers une véritable interprétation mystique, avec Doctor Strange, Master of Black Magic, c'est pas tout à fait héroïque comme on y pense, créé par Steve Ditko, comme je le disais tout à l'heure, et Stan Lee, et là on passe de mystification à mysticisme pur. Les personnages ne sont plus magiciens, mais comme on dit dans le langage, ce sont des magiciens. Ils pratiquent l'occultisme dans ce que ça a de plus vieux et ancien.
Il est difficile d'évaluer aujourd'hui la fascination que Doctor Strange aurait eue sur son époque, alors que tous les héros étaient des mutants, des gars bâtis, des monstres, des gens modifiés par la radiation. Voilà un homme qui était un neurochirurgien qui a perdu l'usage de ses mains parce qu'il était alcoolique après un accident automobile, qui décide de se retirer au Népal avec un vieux sage qui lui apprend à soigner les maux spirituels. Il devient en quelque part un gourou, bien qu'il n'ait aucune secte, et il peut autant soigner le corps que l'esprit, et il devient le maître des arts mystiques. Doctor Strange peut à peu près tout faire. Il peut léviter, se téléporter, rentrer dans ton esprit, soigner des maux, invoquer des démons, invoquer des anges. Il possède les secrets du langage et de la magie. D'ailleurs, il fonctionne à coup d'incantation. D'ailleurs, on remarquera que le personnage, très souvent, lorsqu'il fait de la magie, il positionne les doigts comme ça, exactement de la même façon que Spider-Man qui positionne les doigts comme ça. Et cette fameuse position de doigt-là est généralement une façon d'invoquer c'est pas juste le Devil's Horn, c'est pas juste Ronnie James Dio qui a inventé ce move-là, c'est une façon d'invoquer les forces ancestrales et d'ouvrir la porte des esprits. On commence à jouer dans des plates-bandes qu'on voit très peu dans quelconque forme de narration. Des personnages peuvent devenir des personnifications de trucs aussi abstraits que l'univers au grand complet. Ici, vous avez la rencontre entre Doctor Strange et la vie au complet. Un personnage qui s'appelle Éternité. Évidemment, généralement, personne ne peut voir Éternité sans devenir fou, mais comme Doctor Strange est un personnage illuminé et sage, il est capable d'avoir une conversation complète avec lui. Ce concept-là, c'était la première fois qu'on voyait évidemment ça abordé en bande dessinée. Et on imagine que ça permet des explorations mythologiques intéressantes. On peut faire interagir des concepts complètement intéressants, comme la mort, comme la vie, comme le sexe au complet qui peut être personnifié par un personnage comme Eros, et jouer dans des plates-bandes assez trippy, qui évidemment invitent à une certaine idée d'occultisme. Une idée du genre de page de Doctor Strange. Ça, c'est un des mondes où Doctor Strange va se promener occasionnellement. Les Outer Realms. Évidemment, quand Doctor Strange est sorti, les étudiants, les fans d'occultisme, les gens qui aiment les drogues se sont fascinés totalement pour le personnage et il est devenu le porte-étendard de la contre-culture. On a décidé de faire de Doctor Strange la figure d'un personnage qui est réactionnaire à l'établissement, à l'establishment, qui n'a absolument rien à voir avec les super-héros consensuels que l'on connaissait à l'époque. En Angleterre, Doctor Strange devient une figure incontournable. Les étudiants, les professeurs, les littéraires se fascinent pour le personnage. Il faut comprendre qu'à l'époque de sa création, durant les années 60, il y a un immense renouveau occulte de la pratique occulte grâce à quelques personnages. On va en parler tout de suite. Petite citation. Les étudiants au collège, des gens ouverts d'esprit, des gens qui prenaient des drogues psychédéliques, des gens qui se fascinaient pour, évidemment, le mysticisme, pensaient, tripaient comme ça n'a pas de maudit bon sens sur la création des cours et Et ce qui devient intéressant, c'est que les gens attribuaient à la bande dessinée des archétypes jungiens, ils y voyaient des dieux sumériens. Il n'y avait rien de tout ça. C'était de la fabulation pure, mais les étudiants lui attribuaient ça, particulièrement en Angleterre. Je disais qu'en Angleterre, il y avait un renouveau de l'occultisme. Permettez-moi de vous présenter deux charmants malades, deux génies pour certains, deux charlatans pour d'autres. Aleister Crowley à gauche et Austin Osman Spare à droite. En quelque part, les deux hommes qui sont responsables d'un certain renouveau en Angleterre de l'occultisme au grand complet. Ce sont des sorciers, au sens le plus classique du terme, qui ont réinventé une façon de voir le monde. Aleister Crowley, là, je vais vous lire parce que c'est trop de shit. Charlatan, gourou, pour plusieurs c'était évidemment un génie, un homme qui pratiquait une magie sexuelle, baisait à peu près tout ce qui bouge dans le but d'incanter des démons. Une espèce de maniaque, mais un maniaque qui a fait de la magie et de la pratique de la sorcellerie une espèce de système créatif extrêmement large et ample. En quelque part, c'était un artiste. Il a réinventé le tarot en faisant un tarot basé sur les symboles de la mythologie égyptienne, le tarot de Thoth, qui fait aujourd'hui, en quelque part, école. On utilise énormément ce tarot-là. Et il a été un des premiers à suggérer que, en quelque part, le tarot est une bande dessinée interactive. On a droit à une certaine quantité de cases, on les positionne devant soi et on réagence la narrativité
pour se créer soi-même une histoire qui est significative avec notre propre vécu. C'est comme ça qu'Aleister Crowley a décidé de traiter le tarot. Une bande dessinée interactive. Essentiellement, il laisse derrière lui une réflexion très postmoderne sur tous les courants de magie et de sorcellerie qui ont existé dans l'histoire de l'humanité, allant de la magie énochienne où on parlait aux anges, à la glossolalie, à la pratique tantrique et le yoga. Et il a laissé une bibliothèque extrêmement ample d'écrits mystiques qui sont parfois illisibles, mais qui sont toujours des mind trips absolument géniaux à faire. Alan Moore, l'auteur anglais dont on parlera dans très peu de temps, est un disciple initialement de cet homme-là. C'est l'approche de la magie que cet homme-là préconise qui fascinera Alan Moore. Alors qu'Austin Osman Spare décide d'inventer un système magique qui est absolument moderne et récent. Le système n'était pas nommé à cette époque-là, mais de nos jours, il est extrêmement pratiqué dans le monde. On l'appelle la magie du chaos, Chaos Magic. C'est une forme de mysticisme qui est connectée à l'inconscient, évidemment, qui est très jungienne, mais qui préconise aussi donc la créativité et le dessin. Monsieur Austin Osman Spare a créé le concept de la sigilisation, c'est-à-dire d'inventer un symbole que vous allez charger de signification et que vous allez garder jusqu'à ce que ça ait une dimension complètement abstraite, mais que ce soit une espèce d'entrelac d'idées extrêmement profondes. Généralement, on écrit une phrase, on note les voyelles, on regarde les consonnes et on fait un enchevêtrement de ces consonnes-là jusqu'à ce que ça fasse un symbole. Et ce symbole-là, c'est votre idée pure que vous chargez d'intention, que vous portez sur vous et que vous allez charger, vous allez projeter en quelque part dans l'éther. Précisément ce que Dr. Strange fait. Il trace des symboles dessinés par l'auteur lui-même qui sont projetés contre ses ennemis ou qui sont projetés dans l'espace. Avant même que la magie du chaos se concrétise, Dr. Strange faisait ça. Austin Osman Spare est aussi un artiste de génie qui a passé la Première Guerre mondiale à dessiner les cadavres et les gens mutilés qu'il voyait dans les tranchées. Fun! Donc, on continue la fameuse vague British avec 3 auteurs qui se répondent tous les 3 de ces 2 occultistes-là. Alan Moore, Neil Gaiman et le très écossais Grant Morrison, qui, soit dit en passant, est beaucoup plus un disciple, Grant Morrison, de Austin Osman Spare dans sa façon d'écrire de la bande dessinée que d'Aleister Crowley. Où nous mènent ces 3 créateurs? Eh bien, ils furent les premiers, en quelque part, à utiliser la bande dessinée pour faire un constat, une proposition à caractère mystique et occulte. Je vous donne un petit exemple. Ce sont les 3 créations respectives qui ont fait connaître les personnages. Swamp Thing, évidemment pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous avez la question, je n'écoute pas. Sandman pour Neil Gaiman et Animal Man pour Grant Morrison. Alors là, ce qui devient fascinant avec ces personnages-là, c'est qu'ils sont écrits sur le même type de canevas narratif. Ce qu'Alan Moore a fait comme écriture avec Swamp Thing, ce sera émulé de la même manière par Neil Gaiman dans Sandman et par la suite par Grant Morrison dans Animal Man. Même type d'écriture. Dans les 3 cas, les personnages sont des incarnations et des extensions directes de l'auteur. Ils ont même le look souvent physique de l'auteur et où ils rencontreront l'auteur à même la bande dessinée. Brisure du 4e mur comme thème de bande dessinée qui commence à se consolider dans le comic book. Pour ceux qui ne connaissent pas, Swamp Thing est un personnage des années 60 qui est une créature des marais. Et sous l'écriture d'Alan Moore, il deviendra l'incarnation vivante et élémentaire de la Terre, la conscience de la Terre elle-même. Sandman était un personnage, dans les 3 cas, il était question de personnages de seconde zone durant les années 60 qui n'intéressaient plus personne, que les auteurs ont complètement réinventé en les chargeant de signification mystique. Donc je disais Swamp Thing et la Terre, dans tout ce qu'il y a de plus cruel et d'érotique. Il y a énormément d'érotisme. On parle de magie sexuelle avec Aleister Crowley, il y en a tabarnak dans Swamp Thing. Sandman était un crime fighter des années 40 qui pitch une espèce de poudre qui t'endort, donc le marchand de sable, Sandman. Ici, il devient l'incarnation physique et vivante et cosmique du rêve. Il appartient à une famille qui sont tout autant d'incarnations cosmiques, la mort, la destruction, le désir, le désespoir. Et les interactions de cette famille-là
détermine la cohésion du monde dans lequel on vit. Si on n'est pas dans les idées mystiques, je ne sais pas dans quoi on est. Animal Man, initialement, est moins un personnage à caractère mystique parce que c'est un super-héros de troisième zone qui a la capacité d'imiter les capacités des animaux qui sont à proximité. Mais il deviendra, avec les années, en quelque part, un totem, le dépositaire de toute la conscience animale, en opposition et en collaboration avec Swamp Thing, qui lui-même est la Terre au complet. En fait, Swamp Thing habite dans une espèce d'entrelac énergétique conceptuel tel que les favorisait Steve Ditko dans Doctor Strange, qui s'appelle The Green, qui est un système nerveux de tout ce qui vit sur la Terre. Animal Man appartient à un même réseau qui s'appelle The Red, qui a rapport avec la chair, la substance animale, la vie dans ce qu'elle a de plus charnel, justement. Et Sandman appartient à ce qu'on appelle The Gold, un monde fantasmé, pur et simple, de concepts et d'images. Évidemment, la réinvention de ces personnages de seconde zone, ça nous ramène à ça, Eternity. Les auteurs ont pu comprendre, les auteurs mystiques comprenaient qu'il était possible pour eux d'aller chercher des idées, des symboles, des images très, très, très fortes avec ce médium-là, très simple, à la base, très dépouillé, qu'est le comic book, pour jouer dans les hautes sphères de la mythologie. Mais vous allez me dire, bon d'accord, c'est vrai qu'il y a de culte dans tout ça, il y a des propositions occultes, mais qu'est-ce que moi, je suis envie de réfléchir sur la nature du monde, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça me donne? Et pourquoi ça devrait changer ma façon de voir le monde? Parce que c'est ça le but de l'occultisme. Tout simplement parce que dans les trois cas, la puissance de l'histoire est un vecteur de changement existentiel. L'histoire, le mot, l'image, le verbe, le symbole, peut être proposé au lecteur pour l'amener vers une piste de réflexion à propos de la nature du monde et de l'univers complètement différente. Et c'est ce que ces trois auteurs-là, qui sont tous les trois des initiés. Neil Gaiman, un peu moins, mais Neil Gaiman se répond de Shakespeare énormément dans ses écrits, et de Shakespeare, évidemment, de A Midsummer's Night Dream. C'est un disciple de Prospero, évidemment de la pièce La Tempête. Et il se répond donc, s'il se répond de Prospero, il se répond de John Dee, qui est un des premiers occultistes anglais que l'on connaisse, et qui était le conseiller de la reine. On dit de John Dee que ses connaissances étaient tellement grandes qu'il fut le premier en Angleterre à avoir donné aux hommes les capacités de, évidemment, devenir des marins de façon fonctionnelle. C'est son intelligence qui a permis aux marins de se déplacer sur des longues distances. On attribue à peu près tout à John Dee. Donc, John Dee au centre, Aleister Crowley complètement à gauche, et Austin Osman Spare. Ce qui nous amène à une réflexion que je suis terriblement content de vous faire. Les trois séries, les trois personnages sont reliés à un seul. Vous allez voir ici directement à gauche, John Constantine. Trickster, crotté, punk, enfant de pute, manipulateur. C'est le plus beau personnage de tous les temps, en ce qui me concerne. Donc j'exagère à peine. Constantine est un magicien du chaos dans la définition la plus pure. On ne le voit pas dans cette série-là qui s'appelle Hellblazer, qui vient de finir cette semaine et qui est publiée depuis 25 ans. On ne le voit pas pratiquer la magie, on ne le voit pas lancer des sorts, on ne le voit pas vraiment faire des incantations. La seule et unique présence physique de John Constantine dans l'espace diégétique fait que la marde arrive. Il est extrêmement dangereux, mais c'est à la fois un personnage très humain, très chaleureux, et en quelque part, il représente, selon moi, cette nouvelle mouvance du mysticisme et de l'occultisme en Angleterre. À lui tout seul, il est une extension des trois autres personnages dont je vous parlais, les trois autres auteurs. Alan Moore l'a créé dans la bande dessinée Swamp Thing. Par la suite, Neil Gaiman le récupérera et l'intronisera à Sandman. Et non pas dans Animal Man, mais dans une autre bande dessinée écrite par Grant Morrison, Doom Patrol, il est aussi un des joueurs importants sous un autre nom. Là, on voit qu'une cosmogonie, un système extrêmement riche, un panthéon s'installe qui va exister pendant plusieurs années. D'ailleurs, il y aura, pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont des tarotophiles, il y aura un tarot qui s'appelle le tarot de Vertigo. C'est pour ça que j'ai appelé ça ici le Grand Vertige. À l'époque, autour des années 80, mais DC Comics commence à trouver que Superman, Batman, c'est bien beau, mais qu'il faudrait mettre quelque chose d'autre sous la dent des lecteurs et créer une compagnie qui s'appelle Vertigo. Et cette compagnie-là au complet va coexister au début dans un même et unique univers.
bien que tous ces personnages-là peuvent évidemment rencontrer et interagir avec Batman et Superman, ils ne le font que très peu. Ne serait-ce que parce que, en quelque part, ils effraient aussi ces personnages-là. Vertigo va changer la donne complètement. D'ailleurs, cette Ed-Print-là, cette compagnie-là, va publier certaines des meilleures bandes dessinées des années 80 et des années 90. Et dans ces bandes dessinées-là, la proposition mystique est presque toujours omniprésente. Et le point central, c'est le personnage que vous voyez là, John Constantine, un col bleu du mysticisme. C'est pas compliqué. Si un coup de main à donner à quelqu'un dans la vie, il va le faire, et s'il faut que des têtes explosent, il va le faire aussi. C'est un personnage absolument irrévérencieux, un anti-héros comme on en avait vu que très peu en bande dessinée, qui sera contrebalancé par le personnage de Timothy Hunter, juste ici, créé par Neil Gaiman, qui est en tout point un mystique qui a les mêmes allégeances que John Constantine, créé 5 ans avant Harry Potter, et qui a absolument toutes les mêmes bases qu'Harry Potter. Même Neil Gaiman, l'auteur, se dit que ce n'est pas une copie que l'auteur d'Harry Potter a voulu faire, mais qu'ils ont été grappillés au même fantasme. Celui du proper English boy, avec son hibou sur l'épaule, d'une famille qui n'a pas de famille, et qui est l'élu dans une histoire qui durera très très longtemps, et qui finalement sera perverti par cette histoire-là, et deviendra profondément mauvais. Du moins dans le cas de Timothy Hunter, ça sera le cas, il deviendra un des personnages les plus dangereux de tout ce panthéon-là. Évidemment, là, je parle de ce panthéon-là, je parle de Vertigo. Allons dans les véritables propositions mystiques. Après Swamp Thing et après leurs séries respectives, à peu près en même temps, aux alentours de la fin des années 2000 et 2005, les 3 auteurs écrivent leur opus. Si je dis leur opus, je dis que toutes les idées mystiques, toutes leurs idéologies personnelles et toutes leurs propositions au lecteur sont engoncées dans une seule unique série. Et j'ai décidé de faire un exercice, non pas de vous recommander chacune de ces séries-là, parce que c'est des investissements que je vous recommande de faire, mais je vous recommande un seul et unique comic dans chacune de ces séries-là, qui arrive à conserver dans une espèce de petit tonkan extrêmement potent, qu'il ne faut pas frotter partout dans votre conscience, mais dans lequel tout est dit, tout est proposé, toutes les idées sont résumées. Promethea, pour le petit résumé rapide, est une histoire. Une histoire, le personnage lui-même est une histoire qui peut s'incarner lorsqu'une femme, une artiste, généralement aux alentours de la puberté, qui découvre sa sexualité, écrit quelque chose à propos d'elle. Lorsqu'elle écrit quelque chose à propos d'elle, elle existe dans le monde consensuel. Et plus encore, la personnage qui l'a écrit devient Promethea. Promethea fait référence absolument partout. Fait référence à absolument tout. Évidemment, Little Nemo in Slumberland, ici, devient un personnage féminin. Et l'auteur devient, au lieu de Winsor McCay, un personnage féminin aussi, qui donne pour la première fois son incarnation à Promethea dans le monde de la bande dessinée. Par la suite, elle deviendra aussi Wonder Woman. Elle deviendra la Wonder Woman de son époque. Et c'est un auteur, d'ailleurs, je vous le dis, l'auteur, le créateur de Wonder Woman, c'est assez intéressant. Non seulement le créateur du polygraphe, voilà, du détecteur de mensonges, quand même assez intéressant qu'on pense que Wonder Woman est une espèce de lasso d'or, que lorsqu'elle coince les gens dedans, les gens sont forcés de dire la vérité. C'était un psychologue qui était l'inventeur du polygraphe. Et c'était un homosexuel qui avait une relation passionnée avec un soldat. Et une relation probablement sadomasochiste. Donc, quand on lit Wonder Woman, c'est une suite de soldats qui attachent constamment des femmes et vice-versa. Le fantasme sexuel du bondage est omniprésent dans Wonder Woman. Et Promethea fait entre autres une réflexion là-dessus. Comment la bande dessinée devient le vecteur de projection de ces fantasmes sexuels. Des cases comme celle-là que vous voyez, dessinées par G.H. William III, chaque page de Promethea ressemble à ça. C'est chargé de symboles mystiques, souvent écrit avec des inflexions poétiques profondes, très érotiques. Et généralement, le lecteur est emmené lui-même dans une espèce de tourbillon. Évidemment, parfois, ce ne sont même plus des cases. On suit, comme on le voit ici, l'espèce de Ouroboros, cette espèce de symbole d'éternité de serpent qui sera mort la queue, et on revient à la case initiale. Et comme le disait tout à l'heure Gabriel, évidemment, on peut lire le matériel, mais est-ce qu'on a envie d'arrêter tout de suite après avoir vu cette page-là? On a envie de méditer sur cette page-là. Et pour le moins qu'on ait envie de le faire, c'est assez incroyable ce qui nous est proposé comme idée et concept. Un seul comic pour Promethea. Le numéro 12.
Dans le numéro 12, Promethea a une conversation avec les deux serpents de son bâton, le caducée, qui sont à la fois le dieu Hermès et le dieu Thoth ensemble, qui lui explique les fondements du tarot comme une bande dessinée narrative qui explique la nature même de toute l'existence. Dans le bas de la case, on a Aleister Crowley, dont on parlait tout à l'heure. Soit dit en passant, Aleister Crowley et Austin Osman Spare apparaîtront soit en tant que personnage, soit en tant que référence avec des personnages qui ont un autre nom, soit en tant que concept, dans toutes ces bandes dessinées-là pour les 20 années à venir. Aleister Crowley, qu'on voit dans le bas de l'écran, raconte une histoire qui durera le temps des 32 pages et le nom précis de carte du tarot. Et il proposera une certaine idée de comment fonctionne l'univers à grands coups d'humour, et de blagues salaces, parce qu'Aleister Crowley était un sacro-saint cochon. Il était reconnu comme un obsédé sexuel notoire. Probablement aussi un assassin, je dis ça comme ça, on ne sait pas. Mais probablement. C'était un alpiniste qui a emmené beaucoup de gens à la mort en escaladant les montagnes, qui ne s'escalade pas, mais que lui pouvait escalader pareil. Donc, je dis ça comme ça. On remarquera aussi que la bande dessinée s'appelle Métaphore, et les pièces de Scrabble, ici, qui disent le mot métaphore, et ça, j'ai jamais rien vu de même, avec exactement le même nombre de lettres, formeront des mots différents pour chacune des pages qui suivront. Ici, pathéoré, ça doit être du latin, c'est beau. Ensuite, mater hope, l'espoir, la matière, l'espoir de la matière, a pert home. Mais chacune des réflexions que vous avez avec les pièces de Scrabble ici sont directement connectées au symbole du tarot, qui est magnifiquement réinventé ici, dans des détails extrêmement pointilleux. On n'a pas fait qu'un dessin, on a respecté les symboles qui sont dans les cartes de tarot. Donc ici, ce que vous avez, c'est une explication, en l'espace de 32 pages, de la totalité de la Kabbale, de la totalité du tarot et d'une bonne partie du système de pensée crowleyien et la façon dont il pratiquait le mysticisme et l'occultisme. Il était question ici d'utiliser le vecteur de l'histoire et du mensonge pour mystifier et amener à une certaine transcendance. Ça fait 10 ans que c'est sorti, je le relis une fois par année et le vertige me pogne à chaque fois. C'est assez incroyable. Et c'est une bonne histoire très drôle. Très très drôle que vous pouvez simplement lire pour le plaisir de la lire et de l'observer. Mais il ne faut pas croire que chacune des paroles qui est dite dans chacune des pages de bande dessinée ne soit pas profondément sous-pesée. Ça se trouve être le 12e numéro qui s'appelle Métaphore. Ici, Alan Moore joue dans ce que j'appellerais la puissance pure du symbole. C'est ça, ça m'arrête à Alan Moore. Que ce soit de Watchmen à Miracle Man et à tout ce qu'il aura écrit par la suite, c'est le symbole et sa puissance qui intéresse Alan Moore en bon disciple de Aleister Crowley. Surtout ensuite à Neil Gaiman, plus connu de nos jours comme romancier que pour BDiste, avec son fameux Sandman, où tous ces concepts cosmiques cohabitent et expliquent la cohésion du monde. Quelques années plus tard, après la fin de sa série, il décide de revisiter chacun des personnages, un après l'autre. La mort, le désir, la destruction, le désespoir, et dans ce bande dessinée qui s'appelle The Endless Nights. Que vous soyez lecteur ou non de Sandman, c'est son opus. C'est ce qu'il a fait de mieux, autant dans les collaborations graphiques et les multiples dessinateurs qui ont travaillé avec lui, que dans le propos et l'idée. Mais il y en a une histoire là-dedans qui, encore là, le seul et unique comique que je vous recommande de lire si vous voulez avoir l'idée du mysticisme et de l'occultisme tel que se le représente Neil Gaiman. Ça s'appelle Dream, the Heart of a Star. Chacun des personnages ici sont des galaxies, des systèmes solaires, des planètes et des concepts éthériques. Oui? Ah, c'est fini? Non, vous avez encore la table. Okay. On essayait de faire un petit signe subtil. Vas-y. Subtile-moi ça. C'est un petit signe subtil. OK. 5 minutes? 5 minutes, puis je suis en grand champ. Ça va rentrer, aucune idée. La puissance de l'histoire ici, c'est ce qui intéresse Neil Gaiman. L'histoire à l'état brut et ce que l'histoire peut apporter et donner au lecteur. Le type de réflexion que ça peut donner. Ici, tous les personnages que vous voyez là sont soit des créations qui existent déjà dans le canon de DC Comics ou des concepts qui n'ont absolument rien à voir avec DC Comics. Ici, on a le soleil de notre système solaire à nous qui est en train de raconter l'histoire qu'on voit ici à son enfant qui n'est pas encore né, la Terre, en lui disant « t'as aucune idée du genre de shit qui va arriver là-dessus dans une couple de millénaires.
C'est ce qu'il a écrit de plus beau en ce qui me concerne, Neil Gaiman. Et je termine, à mon avis, sur la chose la plus importante et la plus forte. Et là, je vais vite. Grant Morrison, 1994-2000, l'opus le plus intéressant du 20e siècle en bande dessinée, je ne mange pas mes mots, la plus puissante et profonde proposition occulte, tout y passe, toutes les angoisses millénaristes backjammées dans une série de plusieurs dizaines de bandes dessinées, où l'on parle autant d'enlèvements extraterrestres, d'angoisse, de la maladie, de sida, de pornographie, de culture populaire comme nouvelle religion. Vous avez une proposition, c'est la seule qui est importante de savoir à propos de The Invisible si vous vous lancez là-dedans. On a une bande de combattants pour la liberté, un assassin professionnel, un petit Christ de Liverpool qui est probablement le prochain Bouddha, une chamane travestie de Sao Paulo capable de faire des méchants tours de magie, et un personnage unique, sans précédent, un seul et unique comique pour comprendre la totalité d'Invisibles. Oui, monsieur, les petits pots, les gros onguents. Personnage avec des dreads ici, Jim Crow. Le personnage afro-américain le plus puissant et important que j'ai vu dans toute l'histoire du comic book et de la bande dessinée par extension. Rap star, prêtre vaudou est capable d'aller chercher en cue la puissance des lois dans la religion vaudou. Cette bande dessinée-là a été écrite par Alan Moore alors qu'il se mourait, par Grant Morrison alors qu'il se mourait sur un lit d'hôpital. Et il a fait, selon sa propre déclaration, un deal avec des lois, donc des démons vaudous, pour guérir. Check ça, il a la face en train de pourrir. Donc, je vous offre une histoire, vous, force du vaudou, qui vous rend hommage et vous célèbre pour que je guérisse. Alors, Grant Morrison va guérir quelques mois après. Cette bande dessinée-là sera la plus vendue et la plus intéressante, à mon avis, de tout le canon de The Invisibles. Et à partir de là, Grant Morrison n'a jamais fait de séparation entre sa création, son écriture et la pratique occulte. Jamais. Et je vais finir sur un truc. Là, on parle d'une bande dessinée qui passe à la prochaine étape de l'occultisme. Au numéro 9, la bande dessinée est en train d'être cancellée et Grant Morrison trouvait que c'était la proposition la plus intéressante qu'il avait à faire pour le médium. Il trouvait ça triste que la bande dessinée arrête. Donc, il a convoqué les lecteurs dans une page à la fin du courrier ici, après une des bandes dessinées les plus impliquantes émotivement. On a le symbole, il est là, il est fort, il dit tout. D'ailleurs, je pense que Jean-Michel s'était fait faire un t-shirt comme ça, puis il lui va bien. Grant Morrison propose un rituel de magie du chaos. Il fait, je ne veux pas que ma bande dessinée soit cancellée, j'ai des choses à dire, je vais changer vos vies, parce que ma bande dessinée est un sort magique, un hyper sigil, où j'ai fait un enchevêtrement de symboles extrêmement complexes pour vous convertir. Et ce que je veux, c'est que vous désobéissiez. Je veux que vous désobéissiez à tout et sur toute la ligne. Nothing is true, everything is permitted. Je veux que vous soyez, comme moi, dans le party de l'esprit libre. Je veux que vous soyez libre. Ben, écoutez, il a fait cette proposition-là, et c'est pas n'importe quoi. Il a formulé un sigil, ici, et il a proposé à ses lecteurs, à une heure donnée, dans un milieu donné, de se masturber frénétiquement en ne regardant que ce symbole-là. Très bonne méthode en magie du chaos pour charger d'énergie le symbole magique. C'est d'habitude la technique que la plupart du monde utilise. Comme ça, tu n'as pas à te couper ou tu n'as pas à faire des jeûnes, tu as juste à te masturber et faire un transfert d'énergie dans ce symbole-là. Je ne sais pas combien de personnes l'ont fait. Je ne sais pas si ça a une influence. Je ne sais pas du tout si le fait que des milliers d'individus se soient masturbés a consolidé la popularité de la bande dessinée par la suite, qui sera sans précédent, ou si la simple proposition farfelue a fait que « Hey, t'as-tu vu c'est quoi qui s'est passé à Invisibles? Le gars, tu t'es cassé quoi? Je vais aller l'acheter. Je vais aller l'acheter. » Mais dans tous les cas, et ça c'est ma conclusion, voilà ce qui est intéressant. C'est que la bande dessinée, particulièrement le comic book, a réussi ces dernières années à proposer des idées qui étaient perdues et que l'essentiel du public ne connaissait pas. Des idées occultes vraiment puissantes qui tendent vers une soif de liberté. Et que finalement, que tout ça soit vrai ou non, ça n'a absolument plus aucune importance. Le travail est fait, les idées sont plantées, la graine est posée dans la terre et la fertilité commence. Donc je vous invite, si jamais il y a des titres là-dedans qui vous intéressent, parce qu'il y a quand même lancer du stock puis lancer du stock,
Je peux la communiquer par courriel, mais je vous recommande de lire 3 de ces bandes dessinées-là pour avoir celle dont je vous ai parlé, pour avoir une certaine idée de ce qu'est l'occultisme au 20e siècle. Et c'est définitivement la bande dessinée qui l'a mieux servi. Voilà.